Il est mort à 38 ans, son règne brisé par un événement qu'il n'avait pas prévu, mais dont il fut pourtant, sur l'heure, le meilleur analyste. Aucun portrait de personnage politique de l'histoire de France n'a été autant déformé que celui de Louis XVI. Par exemple, dans l'imaginaire populaire façonné par la République, voit-on Louis XVI fier, à cheval, conquérant? Non. Demandez autour de vous, Louis XVI est évidemment petit, gros et maladroit. La réalité est pourtant tout autre. De son temps, Louis XVI était réputé être l'un des meilleurs cavaliers d'Europe. Sa taille même, 1,92 m, une envergure de géant à l'époque, a été soigneusement passée sous silence. Regardez cette caricature datant de 1788, donc avant la Révolution. Regardez-le monter à l'échafaud, il est représenté de la même taille que tout le monde. À cette époque, pas de télévision, pas de photographie. On ne connaît le roi que par son visage reproduit sur la monnaie, ce qui lui vaudra d'être reconnu à Varennes lors de sa fuite. Seule la cour et le personnel de Versailles et des Tuileries peuvent voir la réalité du géant qu'ils côtoient tous les jours. Toutes les gravures que nous connaissons sont soit une réécriture de l'histoire postérieure aux événements, soit de la propagande révolutionnaire. Elle s'efforce de réduire la taille du roi pour amoindrir son image dans les imaginations, tant il est vrai que la politique est le royaume de l'imaginaire. L'imposture d'un Louis XVI pâteau continue aujourd'hui, jusque dans des œuvres dénuées d'intentions malveillantes, mais qui se contentent de répéter ce qu'on nous a enseigné. Dans le film de Sofia Coppola consacré à Marie-Antoinette, Louis XVI est carrément plus petit que sa femme. Le cinéma français ne l'a pas mieux servi. Dans Beaumarchais l'insolent, c'est un petit et gros garçon qui zozote. Qu'a-t-on cherché à démontrer? Que ce prétendu gnome, devant incarner la fin de sa dynastie, ne pouvait pas être plus grand en taille que Napoléon, 1,69 m? Ce n'est pas non plus un maniaque des serrures, passant son temps à les monter et à les démonter sans plus se préoccuper des affaires de l'État. Son hobby, dirait-on aujourd'hui, est ailleurs. Sans doute dans les mécanismes de précision, horloges et autres pendules. Un travail manuel délassant, c'est une mode constante durant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où les classes supérieures n'imaginaient pas se passer d'une activité manuelle. Chez Louis XV, ça avait été la poterie. Mais sa vraie passion, sur laquelle nous reviendrons, car elle explique en partie sa politique extérieure, c'est la marine et les explorations maritimes. Enfin, Louis XVI n'a jamais tenu aucun journal intime sur lequel il aurait écrit des âneries supposées apporter la preuve de sa bêtise, comme le 14 juillet où il a écrit ce mot apparemment absurde, rien. Nous souvenons que Capet, le 14 juillet, avait écrit 1789, comme commentaire sur son journal privé, : rien. Voilà une forgerie républicaine. Le carnet sur lequel on a retrouvé ces mots n'est pas un journal intime, mais un carnet de chasse. Ce que savent tous les bibliophiles français, ce journal de chasse fut vendu dans la plus grande vente de livres de chasse du XXe siècle à Monaco en 1987. Comme tous les grands veneurs, Louis XVI prenait soin de noter chaque jour s'il avait chassé, s'il avait lancé un cerf, comment la meute s'était comportée et s'il avait pris l'animal. C'est en découvrant cela que l'on comprend enfin le mot « rien », écrit à la va-vite sur ce carnet le soir de son mariage et d'autres soirs, en particulier ce fameux et préoccupant 14 juillet, où une émeute parisienne a massacré la garnison de la Bastille. Petit-fils de Louis XV, il voit le jour dans la chaleur de l'été 1754. Il n'est pas l'aîné de la famille. Il n'est donc pas prévu qu'il reçoive la formation d'un futur roi. C'est son grand frère, le duc de Bourgogne, de 3 ans, son aîné, que l'on prépare au trône. Il a 6 ans quand ce frère, qui aurait dû devenir roi,
meurt à 9 ans des conséquences d'une mauvaise chute. C'est un drame pour le petit Louis, qui l'adorait et reste à son chevet jusqu'à sa mort. 1770, les travaux battent leur plein à l'Opéra Royal de Versailles. Depuis des décennies, la salle de spectacle reste inachevée. Il y a urgence. On annonce le mariage du dauphin de France, Louis, avec une princesse de la maison d'Autriche, la jeune et fraîche Marie-Antoinette, qui a 15 ans. Lui-même en a 16. C'est dans cette salle de l'Opéra Royal qu'aura lieu le bal nuptial. Le mariage est évidemment d'abord un acte royal diplomatique. Pourtant, contrairement aux habitudes versaillaises depuis un siècle, cette union devient rapidement sentimentale. Louis XVI aime profondément Marie-Antoinette. Mais le rapprochement physique est plus compliqué. Le jeune prince a besoin de se faire opérer d'un phimosis qui l'empêche d'accomplir son devoir conjugal. Mais il a peur de l'opération. Il ne cesse donc de la retarder, retardant par là même ses premiers rapports physiques avec sa jeune épouse. Entre Paris et Vienne, les courriers diplomatiques s'accélèrent et les rapports des espions autrichiens se multiplient, étalant sans pudeur le détail de la défaillance princière. La France et l'Autriche s'inquiètent, le jeune dauphin pourra-t-il assurer sa descendance? Ou bien l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche aura-t-elle parié sur le mauvais étalon? Enfin, en 1777, mais elle est déjà reine depuis 3 ans, Marie-Antoinette peut écrire à sa mère « Je suis dans le bonheur le plus essentiel pour toute ma vie. Il y a déjà plus de 8 jours que mon mariage est consommé. L'épreuve a été réitérée et encore hier soir, plus complètement que la première fois. » Cette peur du bistouri, dont on devine qu'elle a pu alimenter les railleries à l'égard de Louis XVI, est paradoxale car 3 ans plus tôt, faisant preuve d'une modernité étonnante, il avait fait, sur le conseil des médecins, inoculer toute la famille royale contre la variole. La véritable grande passion de Louis XVI, c'est la marine, les navires, les explorations. L'homme a l'intuition que le siècle prochain appartiendra aux puissances qui se seront répandues sur les mers. C'est pourquoi il aspire à vaincre l'Angleterre, qui est la reine du domaine maritime, on disait à l'époque le tyran des mers, et pousser les frontières de la France jusqu'au Pacifique Sud. C'est dans cet esprit qu'en 1781, il vient en aide aux Américains insurgés contre leur métropole britannique. Malgré le coût exorbitant de cette guerre, il construit la première marine du monde, qui s'impose face aux navires anglais au large de la Bretagne et dans les Antilles. Il envoie aussi une armée terrestre au secours des Américains exténués et au bord de la reddition. Non pas qu'il éprouve aucune sympathie idéologique pour la révolution américaine, comme l'appellent eux-mêmes les insurgés. Mais le roi examine les choses avec réalisme et comprend que la France peut tirer profit de ces dissensions entre l'Angleterre et sa principale colonie outre-mer, cette Amérique promise à un si grand avenir. Louis XVI fait de la realpolitik. Sous l'impulsion visionnaire de Louis XVI, les victoires navales et terrestres de la France s'enchaînent. Victoire navale de Chesapeake en 1781, siège de Yorktown la même année, victoire navale aux Antilles en 1782 à Saint-Kitts. En 1783, au traité de Paris, humiliée et aussi, disons-le, mauvaise perdante, la délégation anglaise refuse de poser trop longtemps devant le peintre pour la postérité. Et c'est ce seul témoignage étonnant qui nous reste de la dernière défaite militaire que l'Angleterre ait connue jusqu'à nos jours. Louis XVI est parvenu au sommet de la gloire. Il a vaincu l'Angleterre, il est devenu maître des mers et il pense immédiatement envoyer la France à la conquête de nouveaux espaces maritimes. En 1785, il ordonne une expédition dans le Pacifique Sud au comte de la Pérouse, qui naviguera durant 3 ans avant de disparaître. En 1786, il réforme le mode d'admission dans le corps des officiers de marine et améliore leur formation. C'est que cette arme exige non pas seulement des qualités de chef, mais des compétences d'ingénieur. On peut faire sortir du rang de grandes personnalités dans l'armée de terre, nous le verrons sous les guerres napoléoniennes, mais sur mer, qui saura faire le point pour s'orienter ? En tuant un trop grand nombre d'officiers de marine, la jeune République française rendra cette flotte inutilisable. Pourtant,
la première du monde, présageant le désastre de Trafalgar et l'impossibilité pour Napoléon de vaincre l'Angleterre par des armées terrestres, fussent-elles gigantesques, parce que l'Angleterre est tout simplement une île. Mais en 1786, nous n'en sommes pas encore là. Le royaume de France s'apprête à prendre un nouvel élan sous l'impulsion de Louis XVI le Victorieux. Si la France est riche, l'État est pauvre. Contrairement à ce qu'a réussi à faire croire plus tard la propagande républicaine. À l'époque, les Français payent peu d'impôts. Rendez-vous compte, un exemple. On sait, au plus haut niveau de l'État, que si l'on frôle les 10% de prélèvements, on provoque des émeutes. Alors on évite. D'autre part, c'est vrai, tout le monde n'est pas imposé. C'est le cas du clergé et de la noblesse. Ceci s'explique historiquement. Ces deux ordres sont considérés comme des services. Le clergé s'occupe du spirituel, de l'éducatif et du social. Et la noblesse offre son bras au service des armes. Il lui est même interdit de travailler dans beaucoup de professions. En cette fin du XVIIIe siècle, la richesse de la noblesse, c'est un mythe. Seuls quelques ultra-privilégiés, moins d'1 millier de personnes, s'entassent dans le château de Versailles. Les autres sont dans les provinces et souvent sans fortune. Or, la guerre d'Amérique a coûté cher, très cher. Il faut désormais, c'est inévitable, lever de l'argent pour remplir de nouveau les caisses de l'État. Comment faire? En France, la tradition millénaire veut que l'impôt soit librement consenti. C'est toujours le cas aujourd'hui. À cette époque, l'impôt est accepté par les représentants du peuple qui se divisent en 3 ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Louis XVI, qui veut élargir l'assiette fiscale, convoque ce qu'on appelle les États généraux. Il s'agit d'une assemblée de représentants de ces 3 ordres. Accompagnant la convocation de cette assemblée géante, Louis XVI veut sonder le peuple tout entier. Chaque communauté locale est appelée à noter ses souhaits, ses désirs, ses attentes, ses suggestions sur ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Or, cette opération est lancée dans un contexte mauvais. La popularité de la famille royale a été abîmée par des libelles et des pamphlets qui fleurissent sur tout le royaume. Ce sont les débuts d'une presse qui se veut de plus en plus politique. Marie-Antoinette a été calomniée, c'est la fameuse affaire du collier, dont elle est entièrement innocente. En France, dans les salons intellectuels, la mode politique n'est pas encore à la République, mais on taquine déjà l'idée d'une monarchie aristocratique à l'anglaise, où le pouvoir est entre les mains des privilégiés du royaume. La grande imposture est que l'élite prétend agir au nom du peuple contre le roi, lui qui, au contraire, protège le peuple de l'appétit des puissants. Pour défendre leurs privilèges, les privilégiés prétendent défendre le peuple tout entier. Enfin, l'esprit du temps est à l'athéisme, ou au moins à l'anticléricalisme. En France, le roi est le fils aîné de l'Église. L'expression « fille aînée » viendra après la Révolution, quand il n'y aura plus de roi en France et que la nation française prendra la relève de son roi pour recueillir cet héritage. Pourtant, quand Louis XVI ouvre les États généraux, personne n'imagine que la royauté millénaire n'en a plus que pour 3 ans. On veut simplement discuter de réformes, et Louis XVI est le premier à les vouloir. Il veut élargir l'assiette de l'impôt, supprimer les privilèges injustifiés. Et sa lecture des cahiers de doléances l'encourage dans cette voie. Les ultras de la monarchie, autour de son frère, le futur Charles X, l'accuseront plus tard d'avoir nourri des idées libérales. Et c'est vrai, il les revendiquait, ces idées. En revanche, Louis XVI déplore un soudain coup de force. Au lieu de siéger comme prévu chacun selon son ordre, les députés des 3 ordres décident de se retrouver tous ensemble dans la salle du Jeu de Paume à Versailles. C'est une rupture violente des institutions pluriséculaires. C'est un acte quasi séditieux. Lorsque l'envoyé du roi demande que cette assemblée inédite se sépare par ordre, il s'entend répondre la phrase restée célèbre comme le premier slogan d'une république à venir. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Pourquoi le roi redoute-t-il cette assemblée d'un nouveau genre? D'abord la tyrannie du nombre. L'abbé Sieyès, promoteur de cette révolution parlementaire, avait écrit
que le tiers-État représente la grande majorité du peuple français. C'est vrai. Et qu'il faut donc, par souci d'égalité, non pas laisser les trois ordres émettre 3 votes, faisant ainsi nécessairement apparaître une majorité du fait de son chiffre 3, mais adopter le principe « un homme, une voix ». Ce raisonnement semble logique. D'ailleurs, Louis XVI y est partiellement sensible, puisque dès 1788, il a fait doubler le nombre des représentants du tiers-État. Mais le roi redoute qu'alors la vie parlementaire transforme le relief politique français en une surface plane, créant une notion abstraite de la nation, effaçant l'équité au profit de l'égalité. Il faut bien reconnaître que la manipulation des masses doit commencer ainsi, par la massification du peuple. Et cette manipulation, le roi en est la première victime sous la plume de caricaturistes, dans des libelles haineux, ou même dans des manifestations téléguidées comme cette marche sur Versailles en octobre 1789. En réalité, des prostituées recrutées au profit du duc d'Orléans dans les galeries du Palais Royal à Paris où elles exerçaient, et même des hommes du duc déguisés en femmes, et enfin des gardes. À mesure qu'elle progresse dans les rues de Paris, cette bande stipendiée recrute évidemment de véritables femmes et mères de famille. Et ainsi, c'est une foule excitée qui arrive à Versailles, exigeant du roi qu'il s'installe avec sa famille à Paris, aux Tuileries. C'est la fin d'une grande histoire pour le palais de Versailles qui sera laissé quasiment à l'abandon pendant 130 ans, jusqu'à ce que, à la faveur du traité de 1919, il reprenne sa place éminente dans l'histoire mondiale qu'il n'a plus quittée depuis. À Paris, Louis XVI n'est plus qu'un roi fantoche, otage des factions révolutionnaires, au point qu'il tente de s'en échapper. C'est la fameuse fuite où, à Varennes, il est reconnu par un révolutionnaire, capturé, reconduit à Paris et destitué. Commence alors une descente aux enfers qui aboutira à son exécution sous la guillotine le 21 janvier 1793, encouragé par les paroles du prêtre qui l'accompagne, fils de Saint-Louis, monté au ciel. En 1789, cela fait longtemps que des ouvrages plus ou moins séditieux construisent l'idée révolutionnaire. On connaît évidemment Rousseau, le naturaliste, les encyclopédistes, Voltaire, royaliste, mais hostile au roi très chrétien. Mais plus de 10 ans avant la Révolution, Louis XVI annote un rapport de son ministre Turgot, que l'on ne pouvait soupçonner d'être révolutionnaire. Pourtant, écoutons bien ce qu'il y découvre. Nous sommes en 1776. Il ne faut pas être savant pour juger que le présent mémoire est fait pour établir en France une nouvelle forme dans le gouvernement, et pour décrier les institutions anciennes que l'auteur suppose être l'ouvrage des siècles d'ignorance et de barbarie, comme si les règnes de mes 3 prédécesseurs pouvaient être classés par un esprit juste et raisonnable avec ceux des siècles barbares, ou comme si mon royaume ne devait à ces 3 règnes le ton et la place qu'il tient en Europe. 13 années passent. Le 13 juillet 1789, il sent la tension qui pèse sur Paris. Que faire ? Employer la force ? Ce qui eût, disent les historiens, évité la journée du lendemain et la prise de la Bastille. Il écrit cette note à son frère, le comte d'Artois, futur Charles X. J'ai rétracté les ordres que j'avais donnés. Nos troupes quitteront Paris. J'emploierai des moyens plus doux. Ne me parlez pas d'un coup d'autorité, d'un grand acte de pouvoir. Je crois plus prudent de temporiser, de céder à l'orage et de tout attendre du temps, du réveil des gens de bien et de l'amour des Français pour leur roi. Dès le commencement de la Révolution, Louis XVI et son entourage ne font pas du tout la même analyse de la situation. Nos manuels scolaires nous enseignent que c'est son entourage qui avait raison et insistent sur la faiblesse du roi, son inconséquence, son indécision. Que peut-on en penser ? Louis XIV lui-même, mais à propos du protestantisme, écrivait ceci. « Il me semble, mon fils, que ceux qui voulaient employer des remèdes extrêmes et violents ne connaissaient pas la nature de ce mal, causé en partie par la chaleur des esprits, qu'il faut laisser passer et s'éteindre insensiblement, plutôt que de la rallumer à nouveau par une forte contradiction, surtout quand la corruption n'est pas bornée à un certain nombre connu, mais répandue dans toutes les parties de l'État. » Finalement, le roi Soleil révoquera plus tard l'édit de Nantes.
Louis XVI, quant à lui, se conformera jusqu'au bout, jusqu'au 21 janvier 1793, date de sa montée sur l'échafaud, aux 3 idées maîtresses qu'il adopte dès le début de la Révolution. Première idée, la couronne de France, dont il n'est que le dépositaire, après que ses aïeux l'ont eu en garde pendant 13 siècles. Il juge insensé de vouloir l'éclabousser du sang des Français. En septembre 1789, il écrit ceci à son frère. « Vous parlez de courage, de résistance au projet des factieux, de volonté. Mon frère, vous n'êtes pas roi. Le ciel, en me plaçant sur le trône, m'a donné un cœur sensible, les sentiments d'un bon père. Tous les Français sont mes enfants. Je suis le père commun de la grande famille confiée à mes soins. Mais les yeux sont obscurcis, les esprits sont égarés, la tourmente révolutionnaire a tourné toutes les têtes. » Jamais il n'admettra s'être trompé sur ce point. 2 ans plus tard, tandis qu'on l'accuse toujours d'être trop faible, il persiste. J'avoue que ces reproches m'affectent moins que les malheurs du peuple, et mon cœur se soulève en pensant aux horreurs dont je serai la cause. Le 12 octobre 1789, il écrit à son cousin le roi d'Espagne Charles IV. « Je me dois à ma famille et à toute ma maison de ne pouvoir laisser avilir entre mes mains la dignité royale qu'une longue suite de siècles a confirmée dans ma dynastie. » Deuxième idée. Il est convaincu que la Révolution procède d'un mouvement irrésistible, du fait même de la nature de ce mal, comme aurait dit son aïeul Louis XIV, un mal qu'il voit transposé dans le domaine politique. Si la chaleur des esprits répandue dans toutes les parties de l'État pousse à l'abandon de l'institution au profit des constitutions, il est vain de croire qu'on pourrait y remédier par la force. Avait-il raison? Je ne sais pas. Toutefois, 40 ans plus tard, après une vaine restauration, son frère Charles, qui lui reprochait tant sa faiblesse, fera en 1830 l'expérience pratique de ce raisonnement. D'ailleurs, il ne tiendra que 3 jours, les fameuses 3 glorieuses qu'on nous enseigne à l'école, là où son frère aîné a su tenir 3 ans. Les 3 premières années de la grande Révolution. En outre, Louis XVI analysait la situation de telle sorte qu'il avait prévu très tôt ce que les révolutionnaires les plus avancés n'envisageaient pas encore. Ainsi, le 18 novembre 1790, soit 2 ans avant la proclamation de la République, il écrit au duc de Polignac. « Plus je médite l'histoire de mes aïeux, plus je suis convaincu que nous sommes à la veille de la subversion la plus cruelle dans ses résultats. Il était si facile d'opérer le bien lorsque moi-même j'allais au-devant de tout ce que le peuple pouvait raisonnablement ambitionner. Je n'ai, du moins, rien à me reprocher. » Enfin, 3e idée maîtresse, en aucun cas la droite naissante ne saurait prétendre à associer le principe de la couronne à son entreprise, dès lors qu'elle s'armerait contre la gauche, fût-ce pour défendre le roi. Le 15 août 1791, alors que de nombreux nobles émigrent en Allemagne et s'arment dans l'espoir de revenir renverser la gauche, il envoie cette lettre au prince de Condé. « Ces rassemblements d'émigrés, qui jamais n'auront mon approbation, centuplent les forces de mes ennemis. S'il me faut descendre du trône, monter sur l'échafaud, abandonner ce que j'ai de plus cher au monde, me voilà prêt. Mais point de guerre, point de guerre. » On voit que l'obsession de Louis XVI, c'est la guerre civile. C'est d'éviter que la moindre de ses initiatives ne déclenche une guerre civile entre sa droite et sa gauche. L'obsession de Louis XVI, c'est aussi que disparaissent le plus tôt possible cette droite et cette gauche, que la France en finisse avec ce cauchemar, qu'à nouveau il n'y ait plus que des Français. Mais il pressent aussi la nécessité du cheminement historique, la fuite inéluctable en avant, dont il espère que la France reviendra à nouveau unie, débarrassée de ses chimères, de ses mauvaises lunes, de ses convulsions. En nous efforçant de corriger les déformations entretenues sur Louis XVI, il ne s'agit pas de verser dans un excès inverse.
Contrairement à une autre idée, fausse mais fort répandue, l'intelligence intellectuelle, la connaissance du savant ne sont nullement des conditions suffisantes, ni même nécessaires, pour faire un grand chef. Je ne présenterai donc pas Louis XVI comme un modèle de chef, sous prétexte de réparer les mensonges qui le concernent. Mais s'agissant de tous les grands chefs d'État que le monde a connus, pouvons-nous être certains qu'ils auraient agi plus habilement que Louis XVI devant un bouleversement aussi puissant que la Révolution? Peut-être que Louis XVI n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire, nous n'en saurons jamais rien. Ce que nous savons, c'est que la première partie de son règne aura été glorieuse, notamment par sa victoire contre l'Angleterre, dont le mérite revient à lui seul. Si la Révolution avait éclaté après son règne, car elle aurait éclaté de toute façon, il serait placé au panthéon de l'histoire, parce que ses réussites ont été plus grandes que celles de son grand-père Louis XV et de beaucoup d'autres rois. Mais le destin en a voulu autrement. La gloire du monde est capricieuse. Il reste encore au roi, au moins, un parfum de vertu, et pourquoi ne pas le dire, de sainteté, qu'un jour ou l'autre, le monde reconnaîtra à Louis-Auguste de France, né un beau jour d'été 1754, mort, citoyen Capet, un sinistre jour d'hiver 1793. Le roi Louis XVI. Bonsoir.